Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des syndromes topographiques en neurologie. Le livre utilisé est MedioSmart en neurologie. La sémiologie neurologique permet une localisation précise des lésions neurologiques responsables des symptômes cliniques. Le diagnostic topographique constitue la première étape de tout raisonnement clinique en neurologie. Donc, le diagnostic topographique, c'est l'ensemble de symptômes et de signes cliniques résultant d'une atteinte localisée dans le système nerveux dont la localisation anatomique précise permet de déterminer les fonctions affectées. Il est essentiel pour localiser une lésion et poser un diagnostic. Il faut savoir que une lésion donne un signe clinique lié à son siège, donc il y a une corrélation anatomo-clinique. Les syndromes topographiques sont classés en deux grandes catégories. L'atteinte du système nerveux central, qui contient les syndromes médulaires, du tronc cérébral et des hémisphériques, les syndromes hémisphériques, les deux hémisphères. L'atteinte du système nerveux périphérique, on a le syndrome neurogène périphérique qui touche le corps antérieur de la moelle, radiculaire, plexuel et tronculaire. وعندنا syndrome myogène ou syndrome myasthénique, atteinte de la jonction neuromusculaire. Il faut savoir que la différence entre syndrome myogène et myasthénique, que le syndrome myogène touche le muscle elle-même, donc il a une faiblesse par une atteinte du muscle, les myopathies, ou le syndrome myasthénique, c'est une maladie de la jonction neuromusculaire entre le nerf et le muscle. La faiblesse dans ce cas, le nerf ne parvient plus à transmettre l'excitation au muscle pour déclencher la contraction. Les syndromes médulaires. Les syndromes médulaires traduisent une atteinte de la moelle épinière. Un petit rappel anatomique, la moelle épinière est constituée de deux structures principales. La substance grise centrale, qui contient les cornes antérieures responsables à la fonction motrice, les cornes postérieures responsables de fonction sensitive et les cornes latérales, fonction végétative. On a la substance blanche en périphérie qui contient les cordons antéro-latéraux, les voies motrices pyramidales et extrapyramidales et les voies sensitives. On a les cordons postérieurs qui contiennent les voies proprioceptives, les faisceaux graciles et cuneiformes. Les syndromes de section médulaire. Il y a une petite remarque هنا عندنا des différentes syndromes médulaires. هنا باه تعرفون باه تجيكم ساهلين. عندنا les sections, les lésions partielles, compression, ischémie et malformation. عندنا 5 syndromes médulaires. Section, lésions partielles, compression, ischémie et malformation. On va commencer par le syndrome de section médulaire complète. Il évolue en deux phases. La première phase, c'est la phase initiale ou le choc spinal, une hypotonie flasque aréflexie, une perte de sensibilité et de motricité sous-lésionnelle, ou une rétention urinaire et fécale. La deuxième phase, c'est une phase d'automatisme médulaire, une hypertonie, c'est l'hypertonie spastique, réapparition des réflexes osteotendineux, le signe de Babinski, le triple retrait, stimulation, flexion du pied, de la jambe et de la cuisse. La miction réflexe est possible. On a le triple retrait qui est très caractéristique d'une lésion médulaire. On a un pincement du cou de pied. Parfois seulement un simple attouchement déclenche une triple flexion du pied sur la jambe, de la jambe sur la cuisse, de la cuisse sur le bassin. Maintenant, on a les syndromes médulaires partiels. Premier syndrome, c'est de Brown-Séquard, hémisection médulaire. On l'observe dans les compressions latérales de la moelle. Il associe le côté ipsilatéral de la lésion un syndrome pyramidal et déficit proprioceptif. Le côté contralatéral, on a un déficit thermo-algésique. Les étiologies du syndrome de Brown-Séquard, on a le traumatisme, la sclérose en plaques, on a les myélites.
Le deuxième syndrome, c'est le syndrome syringo-méilique. C'est une lésion centromédulaire. Il est dû à une malformation de la charnière cervico-occipitale. Il résulte d'un processus de cavitation centromédulaire. Il peut s'agir d'une cavité liquidienne ou d'une tumeur. L'interruption de la décussation il entraîne une interruption de la décussation des deux neurones, de la sensibilité à la douleur, au chaud et au froid, sur une hauteur de plusieurs métamètres. Le trouble réalise une anesthésie thermoalgésique suspendue et dissociée, puisque le tact est conservé. Maintenant, on a le syndrome de sclérose combinée, la démyélisation. Maintenant, le syndrome de sclérose combinée de la moelle associe un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur du même côté de la lésion. Voilà, syndrome pyramidal et cordonal postérieur. Les principales causes, on a une dégénérescence spino-cérébelleuse, maladie de Friedreich, on a le syndrome neuroanémique par avitaminose B12 qui nous donne une anémie macrocytaire, ou on a le sclérose en plaques. Le syndrome du cône terminal nous donne des troubles vésico-sphinctériens, hypotonie flasque, anesthésie en salle. Donc, les troubles vésico-sphinctériens, c'est un dysfonctionnement de l'AVC et des sphincters urinaires caractérisé par une incoordination entre la contraction de l'AVC et le relâchement du sphincter, entraînant des difficultés à uriner ou l'incontinence. L'hypotonie flasque, c'est une faiblesse musculaire marquée où les muscles sont mous et peu tendus. L'anesthésie en salle, anesthésie périnéale désigne une perte de sensation dans la région des fesses, des organes génitaux et du rectum, la zone qui serait en contact avec une selle. Maintenant, on va parler du syndrome de compression médulaire. On a le syndrome lésionnel, le syndrome sous-lésionnel ou l'absence de syndrome supralésionnel. Il faut savoir que le syndrome lésionnel désigne le siège de la lésion. On a le syndrome radiculaire qui se manifeste par des douleurs et des irradiations. Ou on a un syndrome rachidien qui atteint le raideur et les contractures. Le syndrome sous-lésionnel traduit la souffrance des cordons médulaires en dessous de la lésion. L'effet le syndrome pyramidal caractérisé par le Babinski positif ou l'hyperréflexie, ou on dit le syndrome cordonal postérieur qui désigne un déficit proprioceptif, ou on a le syndrome spinothalamique, un déficit thermoalgésique qui touche la sensibilité thermoalgésique. L'absence de syndrome supralésionnel, aucune atteinte au-dessus du niveau lésionnel. On va parler un petit peu du syndrome cordonal postérieur. ولا نقدروا نسميوه le syndrome lemniscal qui représente des signes moteurs, sensitifs et végétatifs, qui est causé par une lésion de la voie lemniscale, qui est la voie nerveuse de la sensibilité profonde, proprioceptive et du tact discriminatif. Il associe des douleurs en éclair le long du rachis et ou du membre, le signe de l'ermite, que déclenchent les mouvements brusques de la tête, des paresthésies ou des impressions dites cordonales. L'examen met en évidence des troubles de sens de position du gros orteil et de la sensibilité vibratoire. Parfois, le malade a une démarche talonnante et s'avère incapable de conserver son équilibre au regard à vous. Les yeux fermés, c'est le signe de Romberg proprioceptif. Donc, on a une radiculalgie, plus de troubles sensitifs profonds, comme la stéréognosie ou la kinésie
la kinesthésie. Les causes هنا تاع le syndrome cordonal postérieur, la vitaminose B12 ou la neurosyphilis. Le syndrome spinothalamique, c'est un déficit thermo-algésique qui atteint une anesthésie thermo-algésique. L'examen mis en évidence typiquement une hyperpathie, donc حساسية مفرطة. La piqûre par une épingle est perçue avec retard. Elle diffuse sur une zone plus ou moins étendue et elle est perçue comme une brûlure. Le syndrome du tronc cérébral. La complexité du tronc cérébral s'explique par la présence des noyaux des nerfs crâniens, la présence des voies longues pyramidales sensitives et cérébelleuses, la réticulée activatrice ascendante qui contrôle la vigilance. Dans le mésencéphale, on a la réticule activatrice ascendante. Le premier syndrome, c'est le syndrome de Wallenberg, bulbaire latéral. C'est un syndrome fréquent et grave, mais en jeu le pronostic vital. C'est un syndrome alterne, bulbaire, résultant d'une lésion du territoire rétro-olivaire. Il est dû à l'occlusion de l'artère de la fossette latérale du bulbe, la branche de l'artère cérébelleuse qui est elle-même la branche de l'artère vertébrale. Dans le syndrome de Wallenberg, il débute par un grand vertige rotatoire avec nausées et des vomissements dû à une atteinte du noyau vestibulaire. Le côté ipsilatéral, on a un syndrome cérébelleux, le syndrome de Claude Bernard Horner et l'atteinte du nerf 5. Le côté contralatéral, on a une hémianesthésie thermo-algésique. On va parler du syndrome de Claude Bernard Horner. يعتني البتوزيس veut dire la chute de la paupière, يعتني une méiosis معناتها la contraction de la papille ou l'onydrose معناتها l'augmentation de la transparence pupillaire. تفهمين؟ Les syndromes alternes. Le premier syndrome, c'est le syndrome de Miller-Gubler وعندنا le syndrome de Weber وعندنا le syndrome de Foville supérieur ou le syndrome de Foville inférieur. Un petit rappel sur les syndromes alternes. Les voies nerveuses qui contrôlent les mouvements du corps et les sensations, les voies longues, pyramidales, traversent le tronc cérébral pour se décusser, croiser d'un côté à l'autre. Par conséquent, une lésion du tronc va entraîner des symptômes d'un côté, le nerf crânien situé à ce niveau, et des symptômes du côté opposé. هذا هو le syndrome alterne. نبداو le syndrome de Müller-Gebler, le côté ipsilatéral, donc le même côté de la lésion, on a une paralysie faciale périphérique. Le côté contralatéral, on a une hémiplégie spastique. Le syndrome de Weber, c'est une atteinte du nerf 3 d'un côté et d'une hémiplégie motrice pure de l'autre côté. Le nerf 3, c'est l'oculomoteur. Le côté ipsilatéral, on a une paralysie du 3. Le côté contralatéral, on a une hémiplégie spastique. Le syndrome de Foville, c'est un trouble neurologique causé par une lésion de la protubérance annulaire au niveau du pont dans le tronc cérébral, généralement dû à un AVC, se caractérise par une paralysie du regard conjugué, donc impossible de tourner les yeux du côté de la lésion, plus une paralysie faciale et ipsilatérale, même côté de la lésion, et une hémiplégie contralatérale. عندنا le syndrome de Foville supérieur ipsilatéral, paralysie des mouvements oculaires de la latéralité, ou le côté contralatéral, une hémiplégie avec paralysie faciale centrale. Le syndrome de Foville inférieur, le côté ipsilatéral, la paralysie du 5, du 6 plutôt, et du 7. Le côté contralatéral, une hémiplégie motrice pure. Maintenant, on va parler des syndromes qui touchent les deux hémisphères. Le syndrome frontal, on a des troubles moteurs, hémiplégie contralatérale, des troubles cognitifs comme l'aphasie ou la praxie, des troubles psychocomportements comme l'apathie, la
la désinhibition et des réflexes archaïques, حيعطيني le grasping et le réflexe polyco-montonnier. قلنا عندي une apraxie معناتها يفقد القدرة على الحركة. عندي une apathie معناتها لا مبالاة. لا désinhibition فقد القيود يولي ما يتحكمش في نفسه شغل كل شيء كيما يحب. وعندي les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, ce sont des mouvements automatiques et involontaires présents chez le nouveau-né qui témoignent du bon fonctionnement du système nerveux central, comme le réflexe de Moro, qui disparaît généralement vers l'âge de 6 mois, et les mouvements deviennent volontaires. عندي le grasping, c'est une fermeture automatique de la main autour d'un objet qui touche la paume. وعندي les réflexes polyco-montonniers, c'est une contraction involontaire du muscle du menton qui se produit lorsqu'on stimule la paume de la main. Petite remarque, dans le syndrome frontal, les signes ou les troubles neurologiques sont essentiellement moteurs. Il y a une difficulté de les confondre avec une confusion mentale ou des troubles psychiatriques. Le syndrome rolandique maintenant, on a une hémiplégie contralatérale, des crises bravi-jacksoniennes, un déficit sensitif contralatéral. Les crises bravi-jacksoniennes, ce sont des crises d'épilepsie partielle, motrice ou la marche jacksonienne. C'est une crise d'épilepsie caractérisée par des mouvements musculaires qui commencent d'une extrémité, un doigt par exemple, et remontent progressivement vers d'autres groupes musculaires jusqu'à la face et l'autre côté du corps. Elle est due à une décharge électrique unidirectionnelle dans le cortex moteur, la région rolandique. Maintenant, le syndrome pariétal. Troubles sensitifs, une paresthésie, une hémianesthésie, des troubles praxiques, l'apraxie idiomotrice idéatoire, les troubles du schéma corporel, l'anosognosie ou l'hémiasomatognosie, ou des troubles visuels, l'hémianopsie latérale homonyme. L'apraxie idiomotrice, c'est une incapacité à effectuer des mouvements volontaires appris, comme imiter un geste ou utiliser un outil, bien que la force musculaire et la coordination soient conservées. L'apraxie idéatoire, c'est une incapacité à planifier et exécuter une séquence de gestes complexes pour atteindre un but, malgré la capacité de réaliser les gestes individuels. Cela se traduit par une action désorganisée où le patient ne comprend pas l'objet de la tâche, dans l'Alzheimer ou après un AVC. L'hémiasomatognosie veut dire où une personne perd la conscience d'une moitié de son corps, le patient n'ayant plus l'impression qu'une partie de lui appartient à son corps. L'hémianopsie latérale homonyme est une perte de division d'un côté droit ou gauche du champ visuel affectant les deux yeux de manière identique, donc homonyme. La lésion est localisée dans les voies visuelles ou le cortex visuel du cerveau. Les causes les plus fréquentes, l'AVC, traumatisme et les tumeurs. Le syndrome temporel, l'aphasie de Wernicke, l'amusie, les hallucinations auditives, la quadranopsie latérale homonyme supérieure ou l'amnésie antérograde. Dans l'aphasie de Wernicke, les personnes atteintes ont du mal à comprendre le sens du mot et des phrases, y compris ce qu'elles disent elles-mêmes. L'amusie, c'est une perte ou altération de la capacité à percevoir ou à produire de la musique, même si l'audition est normale. La quadranopsie latérale homonyme supérieure, c'est une amputation du champ visuel, ne concerne qu'un cadran. Ou l'amnésie antérograde, c'est l'incapacité d'une personne à former de nouveaux souvenirs à la suite d'un événement traumatique ou d'une maladie, donc empêchant d'enregistrer les informations récentes. Dans le syndrome
occipital, عندي une hémianopsie latérale homonyme, une cécité corticale, des hallucinations visuelles وعندي une agnosie visuelle, معناتها l'incapacité cérébrale à reconnaître ou à identifier les informations visuelles comme les objets, les visages, les couleurs, alors que les fonctions visuelles élémentaires comme le champ visuel ou l'acuité sont intactes. Maintenant, on va parler des syndromes du système nerveux périphérique. عندي le syndrome neurogène périphérique وعندي le syndrome de la queue du cheval وعندي les syndromes plexuels, tronculaires, les syndromes myogènes et myasthéniques. On va commencer par les syndromes neurogènes périphériques. C'est l'ensemble des symptômes et des signes témoignant d'une atteinte du système nerveux périphérique de type corne antérieure, radiculaire ou tronculaire. On va parler un petit peu du tronculaire, radiculaire et plexuel. Il faut savoir bien que les racines spinales ou la médulaire sont au nombre de 31 paires. Les 7 premières racines spinales portent le nom de la racine vertébrale sous-jacente à leur émergence du rachis. La 8e racine sort du canal spinal entre les vertèbres C7 et le L1. Les autres racines portent le nom de la racine vertébrale sus-jacente maintenant à leur émergence. Les racines antérieures ou la motrice et postérieures sensitives se réunissent dans le canal spinal qu'elles quittent par le foramen intervertébral ou le trou de conjugaison. هادو les racines antérieures ou postérieures. La moelle spinale étant plus courte que le canal spinal. La moelle est plus courte que le canal. Les racines dérivent de haut en bas d'un trajet plus ou moins oblique pour rejoindre le foramen intervertébral correspondant. يلحقوا لي le طول تاع la moelle par rapport au canal. Pour rejoindre le foramen intervertébral correspondant, d'où un décalage entre le niveau métamérique de la racine en regard de la moelle et son niveau d'émergence litrourge maintenant. Après avoir quitté le rachis, le nerf spinal ou le rachidien, résultat de la réunion des racines antérieures et postérieures, se divise en branches postérieures responsables à l'énervation de la peau et des muscles de la partie postérieure du corps et antérieures, les branches antérieures qui s'anastomosent en un plexus cervical de C1 à C4, brachial de C5 à T1 et lombaire de L1 à L4, le sacré de L5 à S3. Le plexus d'où sont issus les troncs nerveux. متفاهمين فيها هذه؟ على بها دوك عندي لو نير دونك لا راسين دو نير ومن بعد لو بلكسوس ومن بعد نروحو لو ترون. Donc le syndrome neurogène périphérique, c'est une atteinte du système nerveux périphérique. Il est représenté par un déficit moteur, atteinte de la corne antérieure, des troubles sensitifs radiculalgie, une paresthésie, une aréflexie osteo-tendineuse. Il est représenté parfois par un déficit moteur hypotonique, souvent distal, avec une marche en steppage. Les symptômes, on a une faiblesse, troubles sensitifs divers, une amyotrophie, des fasciculations, des troubles sensitifs subjectifs représentés par le patient, comme la douleur ou la paresthésie, et objectifs hypo ou une anesthésie. Une hypotension orthostatique, des troubles vésicaux. Maintenant, le syndrome de la queue de cheval correspond à la souffrance des racines de la queue de cheval en dessous du cône terminal de la moelle spinale entre les corps vertébraux de L2 et le sacrum. C'est un syndrome neurogène périphérique pluriradiculaire, s'exprimant par des signes au niveau des membres inférieurs et du périnée, dominés par l'importance du trouble sphinctérien. C'est une urgence neurochirurgicale qui nécessite un IRM en urgence.
Le diagnostic est évoqué devant les éléments suivants. Des troubles sensitifs comme les radiculalgies, crulalgies ou la sciatalgie, ou des douleurs pluriradiculaires d'un ou deux membres inférieurs, des douleurs sacrées, périnéales et génitaux augmentées par l'effort de la toux. Des troubles moteurs de topographie monoradiculaire ou pluriradiculaire unie ou bilatérale, le plus souvent asymétrique. Le déficit est une impossibilité à marcher sur les pointes du S1 ou sur le talon, le L5, ou l'impossibilité d'attendre la jambe sur la cuisse, L4, dans le cas extrême. Il y a une paraplégie flasque avec une amyotrophie. Les réflexes, dans ce cas, indiquent une abolition d'un ou de plusieurs rotes aux membres inférieurs. Les réflexes périnéaux, anaux, bulbo, caverneux sont abolis. Des troubles génito-sphinctériens apparaissent précocement en s'exprimant par un retard à la miction ou par la nécessité de pousser pour uriner. On peut aller jusqu'à l'incontinence, mais il y a une constipation. Donc, on a paralysie flasque, anesthésie en salle, incontinence urinaire et anale. Les syndromes plexuels, des deux douleurs et déficits moteurs dans le territoire du plexus brachial ou lombaire, tronculaire, c'est une atteinte du tronc, déficit moteur et sensitif dans le territoire du nerf atteint, exemple le syndrome du canal carpien qui touche le nerf médian. Le syndrome du canal carpien est un ensemble de signes fonctionnels et physiques liés à la souffrance du nerf médian au niveau du poignet par sa compression. Un fourmillement, perte de sensibilité et de la force dans la main. Maintenant, on va parler du syndrome myogène. Le syndrome myogène, c'est l'ensemble de signes cliniques, biologiques, électriques et histologiques traduisent l'atteinte du fibre musculaire striée. Il est représenté par un déficit moteur proximal. Le déficit moteur proximal, c'est une faiblesse musculaire qui affecte principalement les muscles proches du centre du corps, comme les épaules, les hanches et les cuisses. Une amyotrophie, la diminution de la masse musculaire, des crampes, des douleurs musculaires ou une rétraction tendineuse. Les syndromes myasthéniques, comme on a déjà parlé, c'est une atteinte au niveau de la jonction neuromusculaire entre le muscle et le nerf. La myasthénie néonatale congénitale gravie. وعندي تاني le syndrome de Lambert-Eaton ou le botulisme. Il nous donne une fatigabilité musculaire, une fluctuation des symptômes dans la journée, un ptosis, trouble de la déglutition. La fatigabilité musculaire due à un déficit moteur lié à l'effort et l'amélioration ou la disparition au repos, d'où la fluctuation des symptômes dans la journée. Donc, elle est totalement absente au repos, notamment le matin au réveil. Les troubles de la déglutition ou de la phonition, il y a une voix nasonnée, une déglutition difficile, parfois des vousroutes alimentaires ou mastication déficitaire. La chute de la paupière. Donc, en conclusion, la reconnaissance des syndromes topographiques est essentielle pour le diagnostic neurologique. La localisation précise d'une lésion permet d'orienter le diagnostic étiologique et d'instaurer un traitement adapté.